Conakry, 19 avril 2016 au sommaire, évaluation de l'impact des projets du 10e FED. Autorités et partenaires européens entendent donner plus de visibilité aux différents investissements. Aucun cas d'Ebola depuis 4 semaines. Le tableau est rassurant. Le microcerclage imposé à Kouropara a été levé par le ministre de la Santé. La place du pardon dans la vie chrétienne au centre de la retraite religieuse de Kendoumaya. Les enfants venus du diocèse de Conakry ont reçu des enseignements du jubilé de la miséricorde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur des décrets du président de la République. Décret dès 2016 112 PRG SGG portant clôture du programme de revue des titres et conventions miniers. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, le programme de revue des titres et conventions miniers est clôturé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Article 2. Sont abrogés compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le décret numéro D 2012-045 PRG SGG du 29 mars 2012 portant modalité de mise en œuvre d'un programme de revue des titres et conventions miniers par la Commission nationale des mines et le décret D 2013-098 PRG SGG du 23 mai 2013 portant fixation des modalités de mise en œuvre d'un programme de revue des titres et conventions miniers par la Commission nationale des mines. Article 3. L'ensemble de la documentation collectée ou produite par le comité technique de revue des titres et conventions miniers dans l'exercice de son mandat est transmis au ministre des Mines et de la Géologie dans le délai et selon les modalités arrêtées par ce dernier. Le ministre des Mines et de la Géologie prend toutes les mesures nécessaires pour la sécurité et la confidentialité de la documentation commerciale fournie par les sociétés pour les besoins de la revue et assure la durabilité de la convention de l'ensemble de la documentation. Article 4. Dans les cas où les recommandations du comité technique de revue des titres et conventions miniers et ou les avis du comité stratégique de revue des titres et conventions miniers n'auront pas pu être entièrement mis en œuvre à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les titres et ou les conventions minières concernées feront l'objet, sur la base de ces avis et recommandations, en ce compris leur annexe de décision opérations prises par le ministre des Mines et de la Géologie. Ces décisions seront prises après avis du Conseil des ministres dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Article 5. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre directeur de cabinet à la présidence de la République, le ministre d'État à la justice, le ministre des Travaux publics, le ministre des Transports, le ministre des Mines et de la Géologie, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Budget, le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Administration du Territoire, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, l'administrateur général des grands projets et marchés publics et le président du comité technique de revue des titres et conventions miniers sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet à la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée ainsi que sur le site internet du comité technique de revue des titres et conventions miniers, lequel sera maintenu pendant une période d'1 an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret Conakry le 19 avril 2016 signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret portant nomination de haut cadre au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, les cadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Conseiller politique, M. Ibrahima Chérif Aïdara, ancien ambassadeur. Directeur du protocole, M. Aboubakar Sidi Konaté, administrateur. Directeur adjoint du protocole, M. Mohamed Dramé, matricule 254-378H, précédemment sous-directeur du cérémonial et des visites officielles.
Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 19 avril 2016, signé professeur Alpha Condé. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est entretenu ce mardi avec la mission conjointe des Nations Unies et des États-Unis d'Amérique. Au menu de discussion, le niveau d'avancement du dossier du 28 septembre à Conakry. Sanassi Keita fait le résumé de la rencontre. Mandaté par le secrétaire général des Nations Unies à Conakry, Djenab Hawa Bangoura est venu s'enquérir de l'état d'avancement du dossier concernant les tueries du 28 septembre 2009. L'envoyé spécial de Ban Ki-moon se félicite du niveau d'évolution de ces dossiers, des douloureux événements qui ont eu lieu au stade du 28 septembre à Conakry. Je suis venue tout d'abord pour féliciter le président pour tous les efforts qu'il y a eu pour adresser les événements du 28 septembre 2009. It has moved very well. Ça a avancé très bien. And so we come to recognize that Et on est venu pour reconnaître cela and to find out what additional support that is required et aussi savoir quel est le support additionnel dont le gouvernement a besoin. that we can be able to mobilize the international community C'est du soutien qu'on va essayer de mobiliser au niveau de la communauté internationale to move it forward. pour essayer d'avancer dans ces that procès. At some point we can be able to start the trials. Et de cette manière, à un certain moment, on va être capable de commencer avec le procès. Le ministre d'État, ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, rassure l'émissaire du secrétaire général des Nations Unies de la disponibilité des autorités guinéennes à faire toute la lumière sur cette tuerie. On a expliqué à Mme Bangoura que la procédure suit son cours et je ne cesse de le répéter, notre pays, la Guinée, va assumer ses responsabilités dans le traitement de cette affaire. Donc on a rassuré Mme Bangoura qui est venue au nom des Nations Unies et pour nous rappeler un peu cette obligation internationale. Au niveau de la justice, nous lui avons fait part, puisqu'on a eu une séance de travail hier, tout ce qui a été fait dessus et tout ce qui va être fait encore dans le cadre du règlement de cette affaire. Et j'en ai profité pour réitérer la demande que M. le Président de la République avait effectuée déjà auprès du secrétaire général des Nations Unies concernant l'aide à la chaîne pénale que nous avions sollicitée. Dans cette aide à la chaîne pénale, il y a effectivement une partie qui va être concernée pour l'organisation de ce procès. Les autorités guinéennes attendent donc cette aide des Nations Unies à la chaîne pénale pour engager très rapidement l'organisation de ce procès tant attendu. La CENI a animé un point de presse pour présenter les résultats de l'installation de ces démembrements en Guinée. L'opération s'est bien déroulée. Les questions liées aux quotas fixés et les réactions de l'opposition ont été passées en revue. Saïdouman Yalo était de la partie. La première opération engagée dans le cadre des préparatifs des élections locales a été présentée ce mardi à la presse nationale. Les statistiques parlent d'un démembrement sur 5 installés au niveau des CECI, suivi de 24 sur 33 pour les CEPI et 242 sur 305 CESPI. Tous ces membres, indique la CENI, ont été désignés par les acteurs de la société civile, de l'administration et des partis politiques. Nous n'avons aucune compétence en matière législative. Nous ne faisons qu'appliquer la loi telle qu'elle nous l'avons sous la main. C'est le droit positif de notre pays que nous appliquons. Les principaux critères étaient principalement d'être de nationalité guinéenne et résident dans la localité. Le deuxième critère principal était d'avoir une expérience, au moins une expérience dans le processus électoral, avoir aidé à conduire une opération électorale. Le troisième grand critère qui était aussi que ce soit politique ou société civile, de faire une désignation d'au moins de 30% du nombre. Un autre point, non le moindre, abordé lors de cette conférence est l'absence par endroit des représentants de l'opposition. Cette situation s'explique, selon l'institution, par le manque de consensus autour des listes déposées par ces partis politiques. La CENI pense que les partis, en toute responsabilité,
peuvent saisir les autorités qu'il faut, notamment le ministère de l'administration du territoire ou la Cour constitutionnelle, pour que la Cour, elle, ou le ministère puisse dire en définitive tel statut appartient à tel parti. Nous, notre rôle en tant que CENI, c'est d'organiser des élections. Ce n'est pas de donner des statuts à telle ou telle entité. Pour les acteurs qui manquent à l'appel, la loi leur autorise de rallier les structures une fois le consensus trouvé, conclut l'institution. La mise en œuvre des projets du 10e FED en examen, je vous le disais en titre, autorités partenaires de l'Union européenne sont réunies autour du sujet. La démarche vise à donner plus de visibilité aux différents investissements que confère le Fonds européen de développement. Un système de suivi et évaluation des projets est envisagé à Bibtiam. Les principaux axes d'intervention de l'Union européenne sont pour la plupart déterminés par le FED, le Fonds européen de développement. Un vaste programme socio-économique dont la mise en œuvre requiert un examen périodique. L'Union européenne intervient pratiquement dans tous les secteurs dans ce pays. Il est nécessaire d'évaluer, de s'arrêter un moment et de dire quel est l'impact de nos travaux à tous. Ces projets témoignent d'une part d'un engagement performant et multidimensionnel de l'Union européenne dans la lutte contre les différentes formes de pauvreté, d'autre part de sa volonté de contribuer à la réalisation des objectifs mondiaux de développement. À travers ce conclave, les principaux partenaires entendent mettre en œuvre un système d'évaluation des projets du 10e Fonds européen de développement. Nous n'allons pas nous intéresser à la performance des projets au sens habituel du terme, mais véritablement à leur impact. Comment ces projets peuvent-ils aboutir à la transformation et à l'amélioration des conditions de vie, des conditions de transport, des conditions de santé des populations? Ça va consister en gros à la production d'outils, d'instruments pour essayer de mesurer tous les projets du 10e FED et projeter des mesures aussi du 11e FED. L'Union européenne veut s'assurer que toutes les activités déroulées sur le terrain, tout l'argent dépensé sur le terrain va directement aux populations bénéficiaires. Pas plus d'une journée pour réussir ce pari. Tous les contours du programme sont décrits par les experts. Objectif, fournir un tableau de bord synthétique et reproductif des domaines d'intervention du FED et améliorer l'efficacité de son enveloppe financière en Guinée. Dans l'actualité encore, conception et élaboration d'un cadre budgétaire et de dépenses à moyen terme, une rencontre qui regroupe les cadres des départements du budget, du plan et des finances à Conakry. Ce cadrage permet donc de déterminer les quotas des régimes fiscaux sur 3 ans tout en ajustant les dépenses de l'État. Les précisions de Boubacar Ba. Après la validation de la loi organique et de la loi de règlement des finances publiques, l'adoption de la nomenclature budgétaire et la mise en œuvre des règles et procédures d'audit et de passation des marchés publics, la Direction nationale du budget, devenue Direction générale, a procédé au lancement des travaux d'élaboration du cadre budgétaire à moyen terme et de celui des dépenses à moyen terme. Des cadres de toutes les directions du plan, du budget et des finances participent à cet exercice. Ainsi, l'élaboration du budget 2017 obéira à une programmation fiable et en temps réel. Une procédure qui devrait à terme permettre de respecter et de faire respecter les principes de l'exécution budgétaire, c'est-à-dire ne dépenser que sur ce qui est prévu dans la loi de finances. L'objectif, c'est de transmettre des connaissances aux hauts fonctionnaires, aux cadres du gouvernement guinéen, pour qu'ils puissent élaborer des prévisions solides pour l'avenir, des prévisions de recettes. Combien d'argent allons-nous lever? Combien d'argent allons-nous nous procurer sur l'ensemble de la population, de la société, pour financer des dépenses, des programmes au service de la population, en santé et en éducation, entre autres choses. Le secrétaire général du budget a dit la détermination de son département à poursuivre les réformes. La procédure de préparation budgétaire comporte désormais 2 étapes nouvelles qui consacrent la migration des budgets de moins au budget axé sur le résultat. Il s'agit de l'arbitrage d'un cadre budgétaire à moyen terme par le Conseil des ministres le 1er juin au plus tard et la signature par le Premier ministre d'une lettre de cadrage notifiant aux ministères et institutions les orientations du cadrage budgétaire moyen terme et les enveloppes du cadre des dépenses à moyen terme global par secteur.
Signalons que cette formation, qui s'inscrit en droite ligne du plan global de réforme et de modernisation des finances publiques, devrait déboucher sur le lancement du processus lié à la préparation de la loi des finances 2017 et du premier cadrage budgétaire triennal en Guinée. Le cabinet consultant canadien, qui compte intervenir sur 3 phases de 6, 10 et 20 jours, devrait finaliser ses actions avant juin 2016. Les travaux de la session du Conseil économique et social se poursuivent à Conakry. La session planche sur les questions de développement et de sécurité. La lutte contre le terrorisme figure également au nombre des préoccupations des conseillers. Suivez le reportage de Yaya Silla. La plénière de ce mardi était consacrée au compte-rendu des commissions de travail. Les conseillers, depuis l'ouverture de la session sur les sujets d'autosaisine, plusieurs questions sont en débat, notamment les logements sociaux, la circulation des personnes, du terrorisme, ainsi que l'emploi des jeunes à travers l'apprentissage de l'artisanat. Les éléments comme l'amélioration de l'apprentissage traditionnel dans le pays, qui aujourd'hui, les jeunes, on a plus de 400 000 jeunes apprentis dans les ateliers et dans les métiers, pour améliorer cette activité, pour que les jeunes ne prendront plus du temps qu'ils prenaient avant, qui est de 5 à 10 ans d'apprentissage. Nous voulons la ramener avec aujourd'hui la demande des ouvriers qualifiés. Nous voulons la ramener avec la politique du gouvernement de 3 ans à 5 ans. Le Conseil économique et social, fidèle à sa vocation de cadre de concertation et de dialogue, organisera les jours à venir notre séminaire international sur le dialogue social et la protection civile. Un espoir pour la présidente du CES. Nous attendons beaucoup de ce dialogue social pour pouvoir non seulement décentraliser et qu'à tous les niveaux, on puisse promouvoir le dialogue à la place des violences. Qu'on puisse s'écouter, qu'on puisse se parler et résoudre nos problèmes à travers le dialogue. Les agents enquêteurs de l'Institut de la statistique sont en formation à Conakry, une formation qui va aboutir à la réalisation d'une enquête sur les indicateurs sociaux, notamment la situation des enfants et des femmes après le passage d'Ebola. Les enquêteurs formés seront déployés à travers le pays. Sekou Fernand Kourma, reportage. Ils sont 70 agents à bénéficier de cette formation. Ils vont mener l'enquête par grappe à indicateurs multiples. Une enquête qui va évaluer un certain nombre d'indicateurs sociaux de la Guinée, notamment la situation sanitaire des femmes et des enfants, la prévalence du paludisme ainsi que les progrès du pays dans les secteurs de l'éducation, de l'assainissement et de l'eau. Pour ce qui concerne le palud, alors c'est une enquête qui va nous aider à mesurer les progrès depuis les 3 dernières années. Parce qu'en fait, il était planifié chaque 2 ans de collecter ces indicateurs pour voir un peu comment réorienter nos stratégies au cas où on se rend compte que ça ne marche pas. Mais malheureusement, à cause de l'arrivée du virus Ebola, on n'a pas pu faire l'enquête l'année dernière. Alors si cette année, on doit faire l'enquête combinée avec le mix, c'est vraiment une opportunité pour voir le progrès en matière de lutte contre le paludisme. Pour les partenaires, les résultats de cette enquête constituent des outils importants pour l'orientation des aides et des politiques de développement du pays. C'est un outil d'aide à la décision de ces enquêtes-là qui permettent par exemple en Guinée d'actualiser le taux de mortalité maternelle et infantile, le taux d'alphabétisation des adultes, le taux de réussite scolaire, etc. Tout indicateur important pour bien définir des politiques de développement pour améliorer ces mêmes indicateurs. Financée à près de 19 milliards de francs guinéens, l'enquête à indicateurs multiples se démarque des précédentes par un certain nombre de procédés mis en place. La formation d'aujourd'hui va aboutir à l'utilisation de papier pour la collecte de données de dénombrement des ménages. Maintenant, une fois qu'on connaît ces ménages qu'on doit enquêter, on va utiliser les tablettes. Ça trouve qu'on a pris toutes les caractéristiques de ces ménages-là, on a déjà mis dans l'ordinateur, dans les tablettes. Donc nos enquêteurs, ils ont la facilité. Avant même de quitter Conakry, ils savent qu'ils doivent aller dans tel ménage et dans ce ménage, il y a tel nombre de femmes, il y a tel nombre d'enfants. L'enquête débutera au mois de juin et durera en septembre. Elle portera sur un échantillon de 8000 ménages répartis sur toute l'étendue du pays.
L'autre temps fort de cette édition, après 4 semaines d'observation, aucun cas d'Ebola n'a été notifié. La situation d'ensemble présente un tableau rassurant. Le micro-cerclage imposé à Koropara, dans la préfecture de Yomo, a été levé samedi par le ministre de la Santé. Voici le reportage de Cheikh Sanko. Tout a démarré par cette séance de travail avec les travailleurs de la santé de la préfecture, au cours de laquelle le coordinateur sous-préfectoral de riposte à Ebola de Koropara a présenté le tableau sanitaire de la région au ministre et à sa suite. Arrivé à Koropara, où déjà la délégation ministérielle était attendue, la mobilisation est totale. Après la présentation des noix de cola traditionnelles, les représentants de l'OMS et de l'Union européenne ont exprimé à la délégation la satisfaction des partenaires suite à l'engagement de la communauté. Tout en présentant les condoléances du gouvernement aux familles éplorées, le ministre a salué l'adhésion de la communauté à l'esprit du mini-cerclage. D'autres rencontres, comme par exemple avec les sages de la localité, ont ponctué aussi la cérémonie, qui a pris fin par la remise des satisfecits aux maires et aux sous-préfets de Koropara, ainsi que des équipements sportifs à la jeunesse de la sous-préfecture. Le ministre de la Jeunesse, à l'écoute des jeunes de la Guinée profonde, Moustapha Naïté, a sillonné plusieurs régions du pays pour recenser les préoccupations de la couche juvénile. Notre reporter Fatimatou Yalo revient sur les temps forts de l'étape de Kissidougou. Regardez. La préfecture de Kissidougou accueille le ministre de la Jeunesse. Ici, les jeunes se sont mobilisés pour donner à l'événement un éclat particulier. L'occasion est opportune pour les jeunes de la localité d'exposer les problèmes auxquels ils sont confrontés. Employabilité des diplômés, des étudiants diplômés, l'assurance de la bonne formation et de la qualité, appui matériel et financier des organisations des zones, équipement de la maison des zones en logiciel, équipement et l'aménagement d'un terrain de football, basketball, volleyball. Voilà les problèmes qui nous préoccupent aujourd'hui. Agréablement surpris et impressionné par la qualité de l'accueil, le ministre de la Jeunesse a invité les jeunes à la formation. Il a par la même occasion prêté une oreille attentive à leurs revendications. Il promet de s'atteler pour faire face aux nombreux défis qui entravent l'épanouissement de la jeunesse. C'est extrêmement important de venir les rassurer. D'une part de ce que l'État est en train de faire pour eux, et comme vous l'avez si bien dit aussi, de les écouter, de les rassurer de ce que leurs doléances et les préoccupations qu'ils ont seront prises en compte. Le gouvernement soit à l'écoute de cette jeunesse et puisse apporter des solutions. À l'image des autres localités du pays, la préfecture de Kissidougou compte plusieurs jeunes diplômés, mais l'emploi reste le principal défi. En attendant, l'informel demeure le pourvoyeur d'emploi. La brigade anti-criminalité redouble de vigilance. Elle a arrêté à Gomoya, dans la préfecture de Koya, un gendarme à bord de son véhicule avec 300 kg de chanvre indien. La BAC est déterminée à mettre hors d'état de nuire les malfrats. Yara Yalo, Sayon Keita, signe ce reportage. La brigade anticriminalité marque encore des points. Un nouveau réseau de présumés bandits vient d'être démantelé. Cette voiture retrouvée à Gomboya, sous-préfecture de Koya, était en provenance de Forêt-Caria. À bord, il y avait 10 sacs de chanvre indien, soit 300 kg environ, convoyés par cet homme qui se fait appeler Marji-chef. Amara Kamara, lui, est arrêté pour le port illégal de la tenue militaire, d'usurpation de titres et de vol. Aïssata Sako, elle est renommée dans les marchés pour des cas de petits vols. La BAC 10, informée, avait monté un piège. C'est dans ces pièges-là qu'ils sont venus tomber avec la BAC 10, informés très tôt de leur position par la population. Donc ils sont venus vraiment l'extirper entre la population qui voulait mettre le feu d'abord au véhicule, vous avez vu l'état du véhicule, et brûler même l'occupant du véhicule. Et quant à cette dame, Aïssa Sako, selon les informations qu'elle est de son habitude de passer dans les marchés volés, elle a été appréhendée par la BAC numéro 6 quand il y a eu des clameurs publiques derrière elle dans les marchés. Tout de suite la BAC 6 s'est informée aussi, elle est venue promptement. Et quant à Amara
Amara Kavara qui est aussi en tenue correcte. Il n'est pas militaire, il n'est rien lui. Ces différentes arrestations sont le fruit d'une longue et minutieuse enquête menée par les BAC 6, 10 et 13. Les individus arrêtés jouent la carte de la collaboration. Je suis pris parce que j'avais le colis avec moi. C'est quelqu'un qui m'a donné d'envoyer. Il m'avait dit qu'il va me donner 700 000 francs. C'est à cause de ça que je l'ai transporté. Le tennis là, c'est pas pour moi, c'est la tenue de mon vieux. C'est moi qui a parti prendre la tenue et de côté. Je dis, je vais venir jusqu'à Bonfiport ici, à côté de mon ami là-bas. Après mon passage maintenant, je vois un soldat, 2 soldats, elle m'a appelé, je vois par là-bas. Après, elle m'a demandé, je dis non, le tennis là, c'est pas partir de moi. Elle a dit, ah, il faut que quelqu'un nous va partir à la base. La brigade anticriminalité renforce sa lutte dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Pour réussir sa mission, elle sollicite la collaboration active des citoyens. Yara Diallo et Sayon Keita, merci pour ce reportage. Un incendie s'est déclaré dans la nuit du lundi à mardi à la casse de Madina. Vous voyez donc en image 9 magasins et leur contenu sont partis en fumée. On ne connaît pas pour l'instant les circonstances de ce drame. Nous y reviendrons. Direction Farana, où les travaux du 25e Forum des Yalonké de Guinée et de la Sierra Leone se sont achevés lundi. Cette session de 5 jours a porté sur le développement et la consolidation de la paix. La rencontre a enregistré la participation de plusieurs personnalités du pays. Ousmane Toumani Kamara, envoyé spécial. De 40 km de Faranaville, Nyanya Forita, l'une des plus vieilles localités de la communauté Yalonké de Guinée. Après la première édition en 1986, elle abrite encore cette année le 25e forum des Yalonké de la sous-région. Les participants sont venus de la Guinée et de la Sierra Leone. Au centre de cette retrouvaille annuelle et tournante, le développement communautaire à travers la mobilisation des ressources financières et la programmation des activités d'intérêt communautaire. Nous regroupons chaque année le peuple yalonké, ses sympathisants, pour se donner la main, pour qu'ensemble nous arrivons à construire le milieu auquel nous allons faire le forum. Par exemple, à Ngaï, ici, par exemple, s'il y a un mal, il y a un manque, il y a problème d'infrastructure ou bien construction, tout ce qu'on a sur la main, c'est pour le village là, c'est pour développer le village. En 5 jours d'intenses activités, ce forum des Yalonké a réservé une large page à la promotion de la cohésion sociale. Des pourparlers organisés pour résoudre des différends interpersonnels et entre des communautés. Une initiative qui séduit le représentant du chef de l'État et des institutions en charge de la promotion de la culture de la paix. Et ce que nous avons vu ici aujourd'hui est réconfortant. Le thème, c'était l'unité nationale, l'entente, la cordialité, la concorde entre les communautés Yalonké d'abord à l'interne, mais entre toutes les communautés de Guinée. Et je suis là avec une très forte délégation. Notre pays a besoin de ce modèle et nous nous sommes rendus compte que le Kayana faisait la promotion des mêmes valeurs. L'exemple est à suivre dans une Guinée aujourd'hui où l'on se cherche par rapport à notre complémentarité face à ce qui est plus cher, c'est-à-dire la paix, le développement. Aujourd'hui, l'exemple est donné. Il faudrait qu'on arrive à le faire dupliquer, que l'on s'en inspire et que cela serve la nation guinéenne. C'est le message fort du président de la République. Le forum des Yalonké, c'est aussi la vulgarisation des valeurs culturelles de l'une des plus anciennes entités sociales de Guinée. Les différents gardiens de cette riche culture ont, à travers des pas de danse, de chants, de modes vestimentaires et de coiffure, ainsi que de sons d'instruments de musique, séduit ce public guinéen et léonais de la communauté Yalonké. Ousmane Toumani Kamara, l'exemple de Kayana est à suivre. Fin de la retraite religieuse à Kindoumaya, dans la préfecture de Koya. Jubilé de la miséricorde a réuni 2 jours durant des enfants venus de plusieurs paroisses du diocèse de Conakry. Les enfants ont eu des connaissances relatives à la place du pardon dans la vie chrétienne. Christophe Conté, Francis Colli. Ils sont plus de 300 enfants venus des différentes paroisses de la capitale pour célébrer ce jubilé. L'événement est organisé par les religieux du foyer Maria Maya de Kindoubaya dans la préfecture de Koya.
Cette cérémonie religieuse s'inscrit dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François. Objectif, aider les enfants à découvrir la miséricorde. C'est l'année de la miséricorde, année jubilaire de la miséricorde. Quand on pense miséricorde, on pense surtout pardon, on pense surtout réconciliation. Pour des petits-enfants qui ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, on peut se dire, est-ce qu'ils en sont encore à l'âge des grandes demandes de pardon? Peut-être pas. La miséricorde, c'est aussi être préservé du péché, dans le bien. La rencontre est marquée par des enseignements bibliques avec des moments de méditation considérés comme un véritable pèlerinage. Ce jubilé de Kendumbaya devrait permettre à ces enfants de se rapprocher de Dieu. J'ai un peu écouté la parole de Dieu. Ça m'a donné aussi une importance de dire aussi aux autres qui ne sont pas venus ici à ce jubilé des enfants. Ils nous disent ici encore que nous devons faire du bien aux gens. Au terme de ce jubilé, les enfants devraient désormais mieux cerner le concept de miséricorde. Une journée culturelle et scientifique a été organisée au groupe scolaire Roi Hassan II de Tombolia. Encadreurs, élèves et parents et amis de l'école ont pris part à cet événement culturel. Aïssata Oumouya, le reportage. Le complexe scolaire Roi Hassan II entretient sa tradition de foyer scientifique et culturel. À travers une conférence débat, les élèves sont invités à comprendre les enjeux du développement de l'Afrique. La prise de conscience individuelle et collective pour le progrès des nations africaines est développée. Il est important que ces étudiants qui sont l'avenir de demain apprennent ce que c'est que le développement, ce que c'est que le sous-développement. Demain, ils vont être au levier de commande. Il faut que ces jeunes-là apprennent que pour développer le pays, il faut ces 3 mots d'ordre-là. Le travail, qu'on travaille beaucoup, l'honnêteté et le dévouement, c'est-à-dire se consacrer à la cause du pays, être héroïque pour son pays. C'est beaucoup de choses quand même dedans. Par exemple, la position de la Guinée, si on avait eu assez de temps, on aurait dû comprendre beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Et c'est beaucoup important d'assister aux conférences parce que c'est vraiment cool. Pour les responsables de cet établissement scolaire, le choix du conférencier tient à sa maîtrise des défis socio-économiques qui se posent à l'Afrique dans son ensemble. C'est un monsieur que j'ai suivi depuis plus de 30 ans. C'est comme si c'est un professeur qui est en train de donner le cours. Donc c'est une icône aujourd'hui de la science. C'est ce qui fait que j'ai voulu, c'est que moi, le peu que j'ai appris à la radio, j'ai voulu que mes élèves et mes enseignants aussi partagent ces mêmes informations, partagent le même savoir en invitant M. Aboukar Kamara pour animer cette conférence scientifique ici. Créé en octobre 1996, le complexe scolaire Roi Hassan II compte à ce jour plus de 1000 élèves, dont près de 600 filles encadrées par 57 professeurs. La journée culturelle de cette année a été aussi ponctuée par des matchs de foot en série filles et garçons. Dans le même registre, la compétition interscolaire se poursuit dans les 5 communes de Conakry. Elle est organisée par l'ONG AGV, Agence Global Vision. Il s'agit d'encourager l'émulation entre les écoles afin de promouvoir l'éducation à la base. Abdelaziz Baldi, reportage. Première 8e de finale de la première édition du concours interscolaire dénommé Topus School 2016. 16 écoles de Conakry étaient en compétition. À ce stade, il ne reste plus que 8. Après cet instant de prestation, le jury déclare le groupe scolaire La Citadelle en tête avec plus de 90 points devant Emmaüs et Adjabalo. Vu la préparation qu'on a eu à faire par rapport à cette compétition d'aujourd'hui, je suis sûr et certain que mon école va remporter cette compétition. On ira jusqu'en finale, Inch'Allah, pas aujourd'hui seulement. Que ce soit au public et au privé, les enfants suivent normalement les cours et les enseignants qui les forment ont respecté le plan de progression du programme en vigueur. Parce que vous avez vu encore les questions que les enfants ont reçues sont à leur niveau et c'est bien cadré. Lancée depuis mars 2016, cette compétition a pour but de promouvoir l'éducation à la base à travers des sketchs, des évaluations écrites et orales. Là, les sketchs m'ont beaucoup édifié parce que l'excision, les mutilations génitales féminines sont très néfastes à la santé de la femme. Donc j'encourage ce type d'événements, ce type d'activités
et j'encourage AGV. Pour le développement d'un pays, c'est les ressources humaines qui construisent un pays. Donc il faut aller à la base et la base c'est l'éducation. Raison pour laquelle nous avons pensé organiser cette activité avec les tout petits qui sont dans les écoles primaires pour créer de l'émulation entre les jeunes, de créer également de la concurrence entre les écoles et d'attirer toutefois les responsables de l'éducation à s'intéresser mieux à ce secteur. Initié par l'ONG Africa Global Vision, ce concours permet de rehausser le niveau des élèves sur les notions d'orthographe et la maîtrise de la langue française. Et puis en plus bref, le championnat interuniversitaire démarre dans moins de 10 jours en Guinée. 13 universités publiques et privées sont retenues pour la compétition. Un séminaire préparatoire s'est tenu ce mardi. À cet effet, l'initiative vise à promouvoir le sport dans les universités. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au cas où vous soyez dans le monde. À demain. Ce matin, dans les rues de Conakry, elle ne passe pas inaperçue.